L'autorité normative. L'anorexique, qui serait idéalement cohérente, accepte des normes qui lui prescrivent de mourir de faim si la seule autre possibilité est une silhouette assez replète pour assurer sa survie. Elle entreprend de se laisser mourir de faim et, en compagnie de beaucoup d'autres, j'estime sa conduite irrationnelle. Bon, supposez que je le lui dise. Pourquoi devrait-elle y prêter attention? Toute analyse mise à part, j'ai l'air d'affirmer qu'elle le doit. J'ai l'air d'affirmer que dans un sens important, j'ai raison et elle a tort. Peut-être suis-je de fait en train d'exprimer mon acceptation de normes qui lui interdisent de mourir de faim, et peut-être que j'accepte des normes d'ordre supérieur qui disent à tous les autres de faire de même. Mais je donne l'impression de faire aussi quelque chose de plus. J'exige, en prétendant en avoir le droit, qu'elle change sa perception de la situation. Quand je lui dis qu'il n'est pas du tout censé de mourir de faim, que suis-je en train de faire? Si l'on juge conformément à l'état actuel de l'analyse, j'exprime des traits de mon état d'esprit. 1. Les normes que j'accepte, s'appliquant à la situation subjective de l'anorexique, disent de ne pas mourir de faim. 2. Ces normes lui disent de ne pas mourir de faim, même si elle-même accepte des normes qui réclament de mourir de faim. 3. Les normes d'ordre supérieur que j'accepte exigent que non seulement moi, mais tout le monde accepte des normes qui interdisent de mourir de faim dans sa situation. Mais pourquoi tout cela devrait-il avoir pour elle de l'importance? Je suppose qu'elle est elle-même cohérente. Les normes qu'elle accepte lui disent de mourir de faim, et les normes d'ordre supérieur qu'elle accepte lui disent d'accepter ces normes d'ordre inférieur. Qu'est-ce que ça peut lui faire si j'accepte un système normatif cohérent qui dit le contraire? Il manque quelque chose à l'analyse, et il semblerait que ce qui manque, c'est l'analyse que je revendique pour les normes que j'accepte. Cette prétention à l'autorité doit bien sûr être traitée avec prudence. Hélas, ce n'est pas toutes les fois que j'appelle une chose irrationnelle que mes auditeurs m'accordent ce point. Parfois, ils acceptent ce que je dis, et parfois non. L'analyse normativo-expressiviste présente l'avantage de permettre les deux possibilités. Que mon auditoire accepte ce que je dis, c'est pour lui partager l'état d'esprit que j'exprime, et qu'il n'accepte pas ce que je dis, c'est pour lui ne pas partager cet état d'esprit. L'analyse n'arrive pas à garantir que mon auditoire acceptera toujours ce que je dis, et cela s'ajuste à la réalité vécue. Pourtant, une personne qui qualifie une chose rationnelle ou d'irrationnelle semble bien revendiquer un type d'autorité, et il nous faut identifier cette revendication. Les exigences conversationnelles. Qu'est-ce donc que revendiquer de l'autorité pour un jugement? C'est davantage que simplement manifester mon acceptation de normes d'ordre supérieur. Cela aurait peu d'impact sur l'anorexique cohérente. Après tout, elle n'accepte pas ces normes, et les normes qu'elle accepte n'ont rien d'incohérent. Je fais davantage que simplement manifester les normes que j'accepte. Ce que je fais, c'est exercer une pression dans la conversation. De fait, j'exige l'acceptation de ce que je suis en train de dire. La conversation est pleine d'exigences et de pressions implicites. Supposez que je pontifie en toute confiance sur l'astrologie, et que vous n'accordiez aucune foi à mes paroles. Il en résultera un certain malaise. De fait, j'exige que ce que je dis soit accepté, et vous refusez d'y consentir. La discussion n'est plus marquée par la coopération. Elle est contrainte. Elle menace de devenir une querelle. Nous avons des stratagèmes pour rétablir la coopération. Ils impliquent principalement de changer le sujet. Nous pouvons limiter notre discussion à des questions sur les personnes qui croient à l'astrologie et sur les choses qu'elles croient, car c'est un thème pour lequel chacun de nous peut être disposé à accepter ce que dit l'autre. Vous pouvez accepter mon affirmation, je crois que les étoiles forment le caractère d'une personne, même si de votre côté vous rejetez l'influence des étoiles. Mes nouvelles exigences dans la conversation plus limitée seront acceptables, bien que les précédentes ne l'aient pas été. J'avance la thèse que cette exigence fait partie de ce qui manquait à l'analyse. Auparavant, je disais en gros que lorsqu'une personne appelle une chose rationnelle, elle exprime son acceptation des normes qui la permettent. J'ajoutais de plus qu'elle exprime son acceptation de normes d'ordre supérieur qui disent à tout le monde d'accepter ces normes d'ordre inférieur. Je dis à présent qu'elle fait plus. Elle produit une exigence conversationnelle. Elle exige que l'auditoire accepte ce qu'elle dit, qu'elle partage l'état d'esprit qu'elle exprime. Comme de nombreuses exigences, celle-ci est révocable. Il est possible que l'auditoire réagisse d'une manière qui convainque le locuteur de la retirer. Comme c'est le cas pour de nombreuses exigences, on peut la refuser, sans que soient totalement rompues les relations entre le locuteur et l'auditeur. La vie continue, même si l'exigence n'a été ni satisfaite ni retirée. Pourtant, il y a présence d'une pression dans la conversation, et il faut que celle-ci soit incluse dans l'analyse. Stevenson a dit que dans une personne
Quand une personne appelle une chose bonne, il dit quelque chose comme « j'aime bien cette chose, faites comme moi ». Stevenson, 1937, il ajoute « Mais ceci n'est certainement pas exact, car l'impératif en appelle aux efforts conscients de l'auditeur. Bien sûr, il est impossible d'aimer quelque chose simplement en essayant. Il doit être amené à l'aimer par la suggestion, d'où vient qu'une phrase éthique est différente de l'impératif en ce qu'elle nous met en mesure de changer de façon beaucoup plus subtile et moins complètement consciente. » Je suis de fait en train d'ajouter à mon analyse le « fait comme moi » de Stevenson. Ma propre analyse diffère de celle de Stevenson à d'autres égards. Je dis que les états d'esprit impliqués dans des jugements normatifs ne sont pas de simples constatations d'un goût, mais l'acceptation de normes. En faisant une déclaration normative, je ne rapporte pas mon état d'esprit, je l'exprime, je donne mon avis. Toutefois, mon analyse inclut un élément décisif, emprunté à Stevenson, l'exigence conversationnelle. Je situe donc les revendications à l'autorité dans les exigences conversationnelles. Si l'on en reste là, ce que je viens d'avancer n'explique pas grand-chose. Il nous faut demander comment les exigences conversationnelles peuvent fonctionner dans la vie normative, quel rôle elles jouent dans la discussion normative. Ainsi que je l'ai décrit plus haut, ce qui est central dans la discussion normative, c'est l'influence mutuelle. Les exigences conversationnelles équivalent à des exigences d'influence. Revendiquer de l'autorité, c'est exiger de l'influence, et l'influence est une des choses qui conduisent la discussion normative au consensus. Je dis de manière implicite, accepter ces normes. Et si vous les acceptez parce que j'ai produit cette exigence, je vous ai influencé. Si nous influençons mutuellement, cela nous pousse vers un consensus sur les normes que nous acceptons. Les interrogations que nous formulerons sur tout ceci devront se placer de deux points de vue. Le point de vue du locuteur et le point de vue de l'auditoire. Prenez d'abord l'auditoire. Moi, le locuteur, je produis des exigences conversationnelles. Je cherche à exercer une influence dans la conversation. Mon auditoire devrait-il s'y plier? Et si oui, comment? Prenez ensuite le locuteur. En tant que locuteur, je ne me contente pas d'exiger. Je prétends que mes exigences ont un fondement. Je pourrais faire du terrorisme, je pourrais formuler des exigences dans lesquelles je penserais moi-même ne pas avoir de fondement. Mais tel n'est pas le cas ordinaire. Les locuteurs distinguent les exigences terroristes des demandes raisonnables. Et dans la conversation normale, un locuteur se borne à des exigences qu'il estime raisonnables. Cela fait partie de ce qui constitue un propos sincère. Alors, qu'est-ce que pour un locuteur d'estimer raisonnables ces exigences conversationnelles? Qu'est-ce pour lui de produire ces demandes implicites avec sincérité? Je me tournerai donc d'abord du côté de l'auditoire, pour voir ce que c'est que recevoir des choses d'autorité. Dans le chapitre suivant, je me tournerai du côté du locuteur, pour voir ce que c'est que s'assigner de l'autorité, revendiquer sincèrement de l'autorité. Je dis qu'un locuteur produit des exigences conversationnelles et que ces exigences équivalent à des revendications d'autorité. S'il estime qu'une chose est une exigence de la rationalité, il est prêt à revendiquer de l'autorité et à le faire sincèrement. Il nous faut connaître pourquoi une telle revendication pourrait être acceptée et ce qui pourrait rendre sincère une telle revendication. Le problème de l'autorité dans le jugement. Qu'est-ce qu'accepter une chose d'autorité? Je reçois d'autorité que le nombre atomique de l'oxygène est 8. Cela veut dire que ma raison pour croire ce fait et que les chimistes le croient. Quand nous disons qu'une personne accepte une chose d'autorité, nous voulons dire qu'elle reçoit l'acceptation de cette chose par quelqu'un d'autre comme sa raison à elle pour l'accepter. Qu'en est-il des jugements normatifs? Pourrais-je recevoir l'acceptation d'une chose normative par quelqu'un d'autre comme ma raison à moi pour l'accepter? Dans certains cas, ce serait bien possible. Supposez que vous me disiez qu'il n'était pas censé pour Cléopâtre d'être en colère contre le messager. Peut-être suis-je ignorant en histoire, je me fie à vous pour connaître votre histoire et pour avoir les mêmes normes fondamentales pour la colère. Dans ce cas, je peux recevoir votre raisonnement normatif comme substitut du mien. Je pense que vous raisonnez exactement comme je le ferais si je connaissais les faits. Je peux vous laisser tirer des conclusions normatives à ma place, et je reçois ainsi le fait que vous tirez une conclusion normative comme la raison pour l'accepter moi-même. J'accepte ce que vous dites en me fondant sur votre autorité. J'appellerai ce type d'autorité une autorité contextuelle, parce qu'elle présuppose un contexte de normes communes. L'autorité est donc contextuelle si elle naît de la présupposition que le locuteur est guidé par des normes qui lui sont communes avec l'auditoire, de sorte que l'auditoire peut utiliser le raisonnement du locuteur comme un substitut du sien. En d'autres occasions, les auditeurs en arrivent à accepter ce que dit un locuteur, même sans lui accorder d'autorité. Il est possible que le locuteur aiguillonne ses auditeurs pour les faire penser selon certaines directions et arriver à leurs propres conclusions. Appelez cela l'influence socratique.
C'est le type d'influence que Socrate exerce sur le jeune esclave dans le Ménon. Une des manières d'exercer une influence socratique, c'est simplement de dire la chose à laquelle nous voulons qu'arrivent les auditeurs. Il se peut que les auditeurs acceptent ce que dit le locuteur. Non pas parce que le locuteur l'accepte, mais en se fondant sur des choses qu'ils avaient des chances d'accepter de toute façon s'ils pensaient dans certaines directions. Un cours de mathématiques peut procéder ainsi. L'influence socratique peut donc fonctionner par assertion, tant que les assertions ne produisent la conviction qu'en aiguillonnant les auditeurs à résoudre les choses par eux-mêmes, en se fondant sur ce qu'ils acceptent déjà. Bref, l'influence socratique est une influence que l'on pourrait exercer simplement en posant des questions appropriées. Quand une personne appelle une chose rationnelle ou irrationnelle, il se peut donc qu'elle revendique une autorité contextuelle ou qu'elle essaye d'exercer une influence socratique. Dans les deux cas, la revendication d'autorité qu'elle produit n'est pas problématique. L'autorité qu'elle revendique, quelle qu'elle soit, est comparable au type d'autorité qu'elle pourrait revendiquer pour l'assertion d'un fait. Mais moi, qu'est-ce que je fais quand je dis la anorexique cohérente qui n'est pas censée qu'elle se laisse mourir de faim? Je n'essaye pas d'exercer une influence socratique, cela ne serait censé que si je l'estimais incohérente. Dans ma perception, le problème qu'elle a n'est pas qu'elle n'arrive pas à en tirer les bonnes conclusions de prémices qu'elle accepte, mais que ces prémices sont démentes. Dans la même perspective, je ne saurais revendiquer une autorité contextuelle. Les prémices à partir desquelles je raisonne ne sont pas acceptées par elle. Donc, si je lui demandais de recevoir mon raisonnement comme substitut du sien, et si je le faisais au motif que mes prémices sont acceptées par elle, je serais un charlatan. Je prétends plutôt que je vois quelque chose qu'elle ne voit pas, que les normes fondamentales qu'elle accepte ne sont tout simplement pas sensées. Je revendique un type d'autorité fondamentale, une autorité qui ne provient pas d'une acceptation commune de normes plus fondamentales. Je prétends que ces normes sont démentes, de sorte que, de façon fondamentale, il faut faire davantage confiance aux miennes qu'aux siennes. Il est possible que je ne formule pas cette prétention de manière dogmatique et inflexible. Je trouve l'état d'esprit de l'anorexique bizarre et inexplicable, et pour cette raison je suis tout prêt à en apprendre davantage et à être surpris par ce que j'apprendrai. Je n'exclus pas la possibilité que si j'en venais à mieux la comprendre, je changerais d'avis sur la question de savoir si elle est rationnelle, et ce de manière justifiée. Dans ce cas, ce que je ferai, c'est affiner les normes que j'accepte dans leur manière de s'appliquer à la situation bizarre du point de vue psychologique, de sorte que ces normes, qu'elles en arrivent à prescrire, pour sa situation, la conduite qu'elle est en train de suivre. Toutefois, je pense que ce n'est pas ce que je ferais si j'en apprenais davantage. Je pense que si j'avais une compréhension plus approfondie, je continuerais d'accepter des normes qui prescrivent pour sa situation de manger suffisamment pour assurer sa survie et sa vigueur. Il n'est pas obligatoire que l'autorité dans le jugement soit un sens unique et que ce soit tout ou rien, en particulier dans le cas de l'autorité fondamentale, si nous l'accordons le moins au monde. Il est probable que nous l'accorderons mutuellement à des degrés limités. Il est possible que je fasse confiance à votre jugement, mais pas entièrement. Je ferai confiance aussi à mon propre jugement et mon attente sera que vous lui fassiez confiance dans un certain degré. Reste que même si elle est limitée et mutuelle, l'autorité fondamentale est un problème. Dans de nombreux cas, il est assez raisonnable d'accorder à une personne une autorité contextuelle. Je peux parfaitement bien recevoir votre raisonnement comme substitut du mien, quand vous raisonnez comme je le ferai. Mais quiconque devrait-il jamais accorder à quelqu'un d'autre une autorité qui soit fondamentale? Devrais-je jamais recevoir votre acceptation de normes comme la raison pour les accepter, quand je n'accepte pas de façon indépendante les normes d'où elles proviennent? L'anorexique, idéalement cohérente, devrait-elle prêter la moindre attention à mon jugement, lorsque celui-ci n'a aucun motif commun avec ses jugements à elle? Il est certain que ce n'est pas un problème qui ne concerne que les expressivistes. Un platonicien doit demander pourquoi supposer que le locuteur peut voir que des choses sont vraies a priori. Comment faire la différence entre une personne qui appréhende de manière véridique une vérité a priori et une personne qui ne fait que cela figurer? D'ailleurs, comment puis-je dire si moi-même, quand je parais voir clairement et distinctement que quelque chose est tel ou tel, je le vois réellement? Si l'on abandonne le point de vue platonicien, voici quel est le problème. Il se peut qu'une personne juge crédible une norme entièrement ou à un certain degré, indépendamment d'autres normes qui la soutiennent. Ou bien si une norme manque elle-même de crédibilité indépendante, alors sa crédibilité, si elle en a une, provient d'autres normes qui sont crédibles de manière indépendante. Or, supposez que quelqu'un d'autre juge une norme crédible de manière indépendante. Le problème est, ce fait devrait-il me faire accepter aussi la norme en question ou tendre en quelque manière à l'accepter? Devrait-il me faire tendre à accepter les conclusions qu'en tire cette autre personne? Si oui, pourquoi? Les débats épistémologiques font rage entre fondationalistes et cohérentionnistes.
cohérentistes. Comme le suggèrent leur nom, les fondationalistes pensent que certains jugements constituent des fondations. Ces jugements possèdent une crédibilité indépendante qui équivaut à la certitude, et les autres jugements tirent leur crédibilité de ces jugements fonctionnels, fondationnels. Les cohérentistes pensent que les diverses choses qu'une personne accepte se prêtent soutien mutuellement, ici et dans ce qui va suivre. J'essaye de parler d'une manière compatible avec ces deux types d'explications. Si je glisse par endroits dans le discours fondationnaliste, j'espère même dans ce cas que ce que je dis peut être formulé aussi bien dans les termes d'une théorie de la cohérence. Nous pouvons nous représenter les théories de la cohérence comme disant que les jugements, pourvus chacun de leur propre crédibilité indépendante et limitée, se prêtent soutien mutuellement. La confiance en soi. Les amis de Ptolémée jugent patent que la vengeance par amour de la vengeance ne vaut en aucune façon d'être prise. Cela devrait-il le pousser à penser de même lui aussi? Les gens sont influencés en fait par les jugements des autres, même sans justification contextuelle. Cela me paraît clairement indiscutable. Le problème que pose l'autorité fondamentale n'est pas de savoir si une telle influence existe, mais si une telle influence est jamais raisonnable. Il se peut que l'anorexique idéalement cohérente soit influencée par moi. Après tout, rien dans sa cohérence idéale ne l'empêche de changer d'avis. Et il est possible que ce soit mon exhortation qui la fasse changer d'avis. Toutefois, cette influence peut-elle être rationnelle? Peut-être toute autorité fondamentale est-elle du vent. Elle est clairement non rationnelle dans un des sens dans lesquels les philosophes utilisent couramment ce terme. Elle ne procède pas au moyen des mécanismes contextuels simples et directs que j'ai exposés. Elle n'est pas entièrement affaire d'autorité contextuelle. Cependant, dans un sens plus important, c'est un problème troublant de savoir si ce type d'influence est jamais rationnel. Est-il jamais censé d'être influencé de cette manière fondamentale? Il se peut que nous n'ayons guère de choix dans ce domaine. C'est simplement que nous sommes influencés d'une manière fondamentale par ce que pensent les gens qui nous entourent. J'ai affirmé que l'influence mutuelle fait partie de ce qui rend compte de l'existence même de la discussion normative. Alors, que faisons-nous quand nous essayons de décider s'il est censé d'être influencé ainsi? Ma suggestion est que nous essayons de décider quelle norme accepter comme régissant notre pensée. Nous essayons de décider quelle norme accepter pour laisser nos jugements dépendre de ce que pensent les autres. Nous essayons ainsi de nous fixer des normes pour l'acceptation des normes. Donc, il s'agit d'un problème de substance pour savoir quelle norme d'ordre supérieur accepter. Or, nous pourrions adopter une indépendance d'esprit semblable à celle que l'on rencontre dans le protestantisme. Nous pourrions dire qu'une personne rationnelle s'opposera à toute tendance à se laisser influencer par le jugement des autres. Elle peut leur accorder une autorité contextuelle, mais à part cela, elle n'utilisera les opinions des autres que comme des suggestions. Mais pouvons-nous en arrêter là? Il nous faut demander ensuite pourquoi avoir confiance en soi. Si je ne dois accorder aucune autorité fondamentale au jugement des autres, pourquoi accorder de l'autorité au mien? Il y a une classe de jugements qui ne soulève pas de tels problèmes, nos propres jugements fondamentaux actuels. Accepter une norme comme fondamentale, la voir comme valide de manière évidente par soi-même, c'est simplement la chose suivante, l'accepter sans être incité, même en cas de contestation, à la mettre en doute, ou à faire appel à autre chose pour l'appuyer. Le fait que j'aurai du plaisir à une chose parle en faveur de la réalisation de cette chose. Je juge cela évident par soi-même, je l'accepte, et si on me demande pourquoi, je juge que la question n'a pas besoin de réponse. Je ne suis pas ébranlé et je ne suis pas poussé à trouver d'autres fondements. Le fait que je juge cette chose évidente par elle-même n'est pas le motif que j'ai pour l'accepter. Que je la trouve évidente par elle-même consiste à l'accepter de cette manière. L'évidence d'une chose par elle-même ne trouve donc pas sa racine dans la confiance en soi, mais beaucoup d'autres choses le font. Prenez le raisonnement par étapes multiples. Normalement, un raisonnement dépend de la confiance que nous accordons à nos conclusions précédentes. Nous devons normalement faire confiance à nos conclusions antérieures sans passer en revue tous nos motifs. Donc, nous accordons de fait une autorité à notre moi antérieur. Il en va de même pour les conclusions que nous accepterions dans des circonstances hypothétiques. Il est possible que je reçoive comme une raison pour accepter un jugement, le fait que je l'accepterais si j'avais connu certains éléments pertinents et réfléchi à leur sujet de certaine façon. Ici encore, je fais confiance à ma propre autorité, dans ce cas, l'autorité d'un moi hypothétique. D'ailleurs, même pour nous lancer dans une méditation ou une investigation sur un problème, il faut faire confiance à notre propre autorité. Pourquoi prendre la peine de réfléchir à un problème quand je n'ai pas encore de ferme opinion? Je pourrais chercher simplement pour le plaisir ou pour passer le temps, mais normalement, si je cherche, c'est parce que j'attache une certaine valeur au fait d'accepter les conclusions auxquelles je pourrais parvenir.
Dans ce sens, je fais à nouveau confiance à ma propre autorité. J'accorde une validité probable à la conclusion que j'accepterai si je me livrais à cette enquête. De fait, l'autorité contextuelle elle-même repose en dernier ressort sur un type d'autorité fondamentale. L'autorité contextuelle consiste à faire confiance à quelqu'un d'autre pour raisonner comme je le ferais moi-même à partir de ses observations. Mais supposer que je n'ai aucune raison d'avoir confiance en moi ou même d'ajouter foi aux manières dont je raisonnerais si j'en connaissais davantage. Alors je n'ai aucune raison de faire confiance aux autres pour le motif qu'ils raisonnent comme je le ferais. Même l'autorité contextuelle remonte à une confiance en soi fondamentale. Rejeter toute autorité fondamentale, c'est donc choisir un type d'hyperscepticisme. L'hypersceptique juge bien que certaines choses sont évidentes par elles-mêmes, mais il n'accepte une chose comme évidente par elle-même qu'au moment où il en juge ainsi. À part cela, il doute, il ne voit rien qui, dans une recherche, pourrait résoudre ses doutes. Il n'accorde aucune autorité au jugement qu'il produirait s'il se livrait à cette recherche. Pourquoi alors recevoir nos propres jugements fondamentaux, antérieurs, à venir ou hypothétiques, comme substitut de nos jugements actuels? En demandant cela, je suis en train d'essayer de décider quelles normes accepter qui régissent l'acceptation de choses de ma propre autorité. Arrivé là, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Voici les considérations fondamentales qui doivent déterminer l'intellect. Premièrement, nous acceptons bien que nos jugements antérieurs, à venir et hypothétiques ont une certaine autorité légitime. Deuxièmement, nous ne pourrions pas éviter de recevoir des choses de notre propre autorité, même si nous en décidions ainsi. Troisièmement, comme je l'ai soutenu, si nous acceptions des normes interdisant toute confiance en notre propre autorité fondamentale, nous serions voués à l'hyperscepticisme que j'ai décrit. Tout bien que, quand je considère les autres solutions bien sombres, je n'arrive au moins à une conclusion faible. J'en conclus que nos jugements, même dans des questions fondamentales, sont bien chargés de quelque autorité. Il est raisonnable de recevoir nos propres jugements antérieurs, à venir et hypothétiques, comme des substituts pour notre propre jugement actuel. En parlant ainsi, j'exprime l'état d'esprit auquel j'arrive après avoir médité les considérations que je viens d'exposer. J'exprime mon acceptation d'une norme d'ordre supérieur qui accorde de l'autorité à mes propres jugements normatifs. Faire confiance aux autres. J'en suis arrivé à un certain degré de confiance en moi. Qu'en est-il alors du jugement des autres? Si je me fais confiance, pourquoi pas aux autres aussi? Possédais-je quelque chose de particulier en tant que juge, ou du moins devrais-je posséder quelque chose de particulier dans mon rapport à moi-même? J'ai dit que chaque personne devrait se faire confiance, parce que nous ne pouvons faire autrement, que nous jugeons déjà justifiés nous-mêmes de le faire, et que la seule autre solution, c'est l'hyperscepticisme. Ces raisons s'appliquent-elles aux autres? Chacun de nous est en fait influencé par les autres. L'influence des autres s'est répandue dans toute notre pensée dès avant que nous sachions parler. Supposez donc que je rejette toute influence fondamentale des autres, alors j'ai beaucoup de choses à corriger. Ma pensée habituelle a été façonnée selon des manières que je juge déformantes. Avant de pouvoir estimer raisonnablement que mon jugement est bon, je dois le débarrasser de cette déformation. Or, si l'influence des autres sur ma pensée est assez profonde, il me faudra corriger ma réflexion au-delà de toute recognition. D'ailleurs, je n'aurai aucune idée de la façon de la corriger. Si j'étais en mesure de rejeter en vrac l'influence fondamentale antérieure des autres, cela comporterait un prix prohibitif. Alors, pourrais-je accepter l'influence antérieure et rejeter encore toute influence nouvelle? Il est inévitable que je sois à nouveau influencé. Il semble difficile d'en douter. Dois-je pour cette raison ne plus me faire confiance à moi-même tel que je serais devenu à la suite de cette influence ultérieure? Dois-je me considérer parvenu en cet instant au sommet de mes facultés de jugement? Supposez que je fasse ce choix, je fais confiance à mon jugement actuel, mais j'estime que toute nouvelle influence le corromprait. Puis-je agir ainsi sans avoir une explication de la raison de cet état de choses? Qu'est-ce que mon jugement de ce moment a de si particulier? Je n'ai pas d'explication de ce qu'il y a de particulier en toute explication que je pourrais concocter me paraîtrait aussitôt ridicule. Supposez alors que j'accepte quelque influence des autres, antérieure aussi bien qu'à venir. Je traite les façons dont je penserai après une influence nouvelle comme des améliorations, en tout cas pour certains types d'influence. Alors s'ensuit que je dois accorder aux autres une certaine autorité fondamentale. Supposez que vous jugiez patente une question normative, une nouvelle fois par exemple que la vengeance par amour de la vengeance ne vaut en aucune façon d'être prise. Le fait que vous jugez cela patent devrait-il peser dans mon propre jugement? Nous pouvons voir maintenant que ce doit être le cas si la situation est favorable. Je pense que les influences antérieures ont contribué à faire de moi un bon juge normatif et que de nouvelles influences de certains types amélioreraient mes jugements. Si nous discutons de la question, je serai influencé et j'en serai un meilleur juge. Tel est mon avis à présent. Dans ce cadre, avant même que nous discutions de la question, le fait que vous la voyez de la façon
façon dont vous la voyez pèse pour que je la voie également de cette façon. Je m'accorde de l'autorité à moi-même, telle que je serai devenu en raison de votre influence. Je reçois le fait que j'accepte alors une chose comme une raison pour l'accepter maintenant. Je sais que ce que j'accepterai alors tendrait vers tout ce que vous acceptez. Ainsi, j'ai quelques raisons selon mes lumières pour accepter ce que vous acceptez.